Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des clés de l'IMO, les clés de l'immobilier, cette émission pour vous rendre service. Vous qui souhaitez acheter, faire construire, vendre, investir dans l'immobilier, acheter une maison ou un appartement, vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Eh bien, on est là pour répondre de façon simple à toutes vos interrogations. Et avec nous en plateau, alors aujourd'hui on ne va pas parler forcément de crédit, on ne va pas parler d'investissement dans le neuf, on va tout simplement parler des fondamentaux, c'est le droit immobilier avec beaucoup de questions, vous avez été très nombreux à nous les poser, merci beaucoup. Et aujourd'hui donc on a la chance d'avoir les notaires du Grand Paris incarnés en une personne que nous sommes très heureux d'accueillir en plateau, c'est Maître Olivier Clermont. Bonjour Maître. Bonjour Olivier. Une première? Exactement, c'est la première fois que je suis avec vous. On est très heureux, notaire, membre des notaires du Grand Paris. Alors quelques mots sur les notaires du Grand Paris? Oui, alors les notaires du Grand Paris, qui sommes-nous? Des notaires. Et évidemment avant c'était Paris-Centre, Intramuros, quelques départements, mais maintenant c'est tout le Grand Paris. Donc on est là pour vous servir dans tout ce qui est la grande région, qui est le Grand Paris maintenant. Parfait. Vous connaissez les règles du jeu, pas de piège, en toute bienveillance, répondre de façon simple et pédagogique à des questions simples d'internautes du Figaro qui nous interrogent sur l'immobilier au sens large, sur la pierre. On sait qu'il y a une appétence pour la pierre et un dynamisme dans le marché immobilier alors qu'on pouvait craindre le pire avec la pandémie, en fait, qui est peut-être une désaffection vers l'immobilier. C'est tout le contraire. En tout cas, dans l'ancien, ça fonctionne très très bien. Alors, Maître Olivier Clermont, prêt pour la première question? Allons-y. Alors, on y va. Première question. Alors, c'est une question de Vernon. Un nouveau DPE, c'est-à-dire un diagnostic de performance énergétique, doit entrer en vigueur à partir de juillet 2021. Les notaires vont-ils l'exiger comme document indispensable pour les actes de vente? Que vont devenir les anciens? Alors, ce nouveau DPE. Alors ça, c'est une bonne question. Et très pratique, puisque vous l'avez dit, il faut que tout change, et ça change. Plus qu'au 1er juillet, un nouveau DPE a été mis en place. Alors ce nouveau DPE, qu'est-ce que c'est par rapport à l'ancien? D'abord, l'ancien DPE n'avait qu'un caractère informatif. C'était une information donnée, comme ça, tu consommes ou tu ne consommes pas d'énergie, combien, voilà, c'est tout. Le nouveau, lui, il va s'imposer, d'accord? Il est un peu normatif, c'est-à-dire que ce que tu vas dire, eh bien, si c'est mal dit et si c'est faux, eh bien, éventuellement, votre acheteur ou votre locataire pourra vérifier si c'est vrai ou pas, et si c'est pas vrai. Très important, ça veut dire qu'il devient opposable. Donc, s'il y a une fausse déclaration, en fait, le propriétaire ou le locataire pourra se retourner, en fait. Exactement, c'est la vraie différence. On va voir en image, d'ailleurs, on va voir en image. Voilà, vous avez en image, alors l'ancien, on va dire, en tout cas celui qui est en vigueur, DPE, diagnostic de performance énergétique, qui est à gauche de l'écran, et puis à droite, voilà à quoi il va ressembler. Et on a des informations très importantes qui n'apparaissaient pas avant, notamment si on regarde en bas, à droite, on a l'estimation des coûts annuels d'énergie du logement. Et là, on voit une fourchette est indiquée, là c'est un exemple, entre 2 620 € et 3 560 € par an, ce qui veut dire que la valeur verte des logements va prendre de plus en plus d'importance. Exactement, exactement. On voit bien qu'on a une sensibilité à la chose et on veut sensibiliser l'ensemble des Français à notre consommation d'énergie et à notre émission de gaz à effet de serre. Et on voit d'ailleurs avec ces lettres, vous êtes habitués, vous les internautes, vous connaissez ces lettres qui vont de A jusqu'à G. La lettre A, c'est la meilleure performance énergétique, on va dire, et puis les lettres F et G, les G qu'on considère comme des passoires thermiques, qui à terme, et là c'est très important pour les propriétaires de l'immobilier, tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier, c'est qu'à terme, les passoires thermiques, il y en a 4 800 000 en France, seront interdites à la location. Alors on parle de 2028, mais ce sera progressif, donc attention à prendre en compte cette notion. Exactement. On doit anticiper tout ça et nos travaux, tous les travaux qui vont être faits dans les maisons auront pour effet, je l'espère, qu'on monte en gamme et qu'on soit de moins en moins énergivore. Mais alors, pour répondre justement précisément à Vernon, alors est-ce qu'à partir de juillet, c'est ce nouveau document que vous allez demander en annexe? Alors, c'est une vraie question parce que le législateur a prévu que les anciens diagnostics, on pouvait les garder encore en fonction de la date de durée. Normalement, c'était 10 ans. En fonction de la date où ils ont été établis jusqu'en 2022 ou 2024. Oui. Ça, c'est ce que prévoit le législateur. Mais, cependant, attention.
Je vous ai dit qu'on était responsable sur les déclarations qu'on faisait. Eh oui. Et s'il y a un petit problème à partir du mois de juillet sur la déclaration qui a été faite, qui est responsable? Le propriétaire et le diagnostiqueur. Oui. Comme c'est un peu embêtant. Le diagnostiqueur, il est assuré, mais il était assuré pour des anciens diagnostics. Il n'était pas assuré pour des nouveaux diagnostics. Donc, pour l'instant, en théorie, on ne doit pas vous demander des nouveaux diagnostics. En pratique, nous, notaires, Eh oui. qu'est-ce qu'on va faire? On aime la précaution. On va vous encourager très certainement à refaire des nouveaux diagnostics en pratique. Bon, ceci dit, cette pratique, je ne la connais pas encore, puisque nous ne sommes pas arrivés encore au 1er juillet. Oui, mais c'est dans pas longtemps, hein. Là, nous sommes au mois de mai, donc 1er juillet. Et puis, juste une chose peut-être de dire sur la rénovation. Alors, on comprend bien sur la rénovation énergétique par rapport à une maison individuelle. Maintenant, dans les copropriétés, les intérêts ne sont pas les mêmes, qu'on soit propriétaire bailleur, propriétaire habitant, occupant, et puis locataire. Et donc, comment aussi rénover un appartement si l'impact environnemental du bâtiment est de très mauvaise qualité? Est-ce que ça influe? Est-ce que ça ne va pas devenir un peu une usine à gaz? Est-ce que le risque n'est pas que ça devienne une usine à gaz? Comme vous l'avez dit, tout est simple. Choc de simplification, vous savez ce que c'est en France. Mais vous avez raison. La copropriété, normalement, peut faire un diagnostic de performance énergétique. Mais si vous avez fait, vous, des travaux sur votre appartement, vous pouvez le doubler de votre diagnostic de performance énergétique particulier, si je peux me permettre. Très bien. Bon. En tout cas, on en reparlera bien évidemment de ce nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, qui doit voir le jour en juillet prochain. Ça fait partie aussi de la loi climat et résilience, hein. C'est aussi mettre dans la tête de tout le monde l'importance de la rénovation, de rénover un bien. Voilà, bon, ce sera l'occasion en tout cas d'en reparler. Il va se passer pas mal de choses d'ici là. Rendez-vous donc en tout cas en juillet prochain. Question suivante, question d'Hervé. Alors, on est en plein dans l'actualité. Comment évolue le marché immobilier à Paris et en Île-de-France? Où en sont les prix et comment, selon vous, Maître Clermont, vont-ils évoluer? Alors, les prix aujourd'hui à Paris et en Île-de-France. Je crois que la bonne surprise, c'est que le marché se maintient. Le marché se maintient. On avait pu constater une petite baisse des prix, mais là, on voit bien qu'il y a une toute petite baisse des prix. On devait à Paris arriver aux 10 800 €. Voilà l'image magnifique qui apparaît. Voilà. C'est plus simple avec un graphique. Donc, dans Paris intramuros, on atteignait les 10 800. On a baissé un tout petit peu. Oui, parce que c'est ça, les notaires, vous nous indiquiez régulièrement, en tout cas ces derniers mois, et beaucoup de réseaux disaient « Attention, ça y est, à Paris, les prix commencent à baisser », ce que vous voyez en fait dans les derniers avant-contrats. Et puis là, on voit la dernière note de conjoncture, et les prix à Paris, finalement, ils remontent un tout petit peu. Donc, quoi, on est plutôt sur une stabilisation des prix? On est objectivement, réellement sur une stabilisation. Il y a peut-être un petit peu moins d'acheteurs, on vend peut-être un peu plus lentement. Ça, c'est ce qu'on peut constater dans nos études. Ceci dit, alors, c'est vrai que c'est la période printanière et au printemps, on achète. Donc là, il y a beaucoup d'achats. Et en toute objectivité, les prix ont stagné et remontent un tout petit peu. Et c'est vrai que ça dépend aussi des produits. D'accord ? Les produits avec défaut se vendront beaucoup plus difficilement aujourd'hui qu'ils ne se vendaient dans le passé. Et les bons produits se vendront. Très bien. Et puis là, on va voir, là aussi, on voit, c'est intéressant, voilà, les prix. Alors là, on est au 4e trimestre 2020, les actes de vente, en tout cas signés, on voit les différences là, de prix entre, évidemment, Paris-Centre à 12 700 € par mètre carré en moyenne, 7e, 6e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus cher de la capitale, et puis les écarts, on voit avec le 19e, le 20e arrondissement, 9 360 € pour le 20e en moyenne. Là-dessus, un commentaire sur l'évolution des prix dans les arrondissements? On voit bien que les quatre arrondissements, Paris-Centre, avec les 3 autres arrondissements font vraiment, c'est le cœur de Paris. Le 5e qui se rapproche pas mal du 7e, quand même. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça maintenant. Voilà, sur Paris Intramuros. Bon, Paris Intramuros, on sent quand même une petite... on a quelques clients qui quittent Paris. Hein. Alors ça, c'est le mouvement, ça y est. Nous disait il y a 1 mois et demi, Maître Thierry Delsal, qu'il sentait ce mouvement de départ. Vous le confirmez depuis aussi dans vos études? Je le confirme, on a besoin d'un peu de verdure. Ouais. Et je crois très sincèrement qu'on est à une étape assez étonnante. Le télétravail, c'est une révolution. Ouais.
C'est une révolution, on n'en est qu'au début, je pense. Aujourd'hui, les gens prennent conscience qu'ils peuvent travailler de chez eux, quitte à venir à Paris 1 ou 2 journées par semaine. Mais dans ces cas-là, quand tu peux travailler de chez toi, tu préfères avoir un petit chez toi, tu préfères avoir un jardin, un peu de verdure, et être un peu plus loin de Paris, avoir un peu plus d'espace. D'où... Alors on voit justement, Maître Clermont, là ce sont les prix, là aussi donnés à titre indicatif, des prix, on va dire, les prix médians sur les maisons anciennes en Île-de-France. Et là on voit, donc on a une moyenne de 337 000 € avec évidemment de fortes disparités entre les Yvelines. Plus de 412 000 €, et là on voit l'écart avec la Seine-et-Marne, 258 000 €. Mais donc ça, vous avez dans vos études aussi des familles qui vivent en appartement à Paris et qui, voilà, ont fait ce choix de partir. Alors, où vont-ils? Est-ce qu'on peut, c'est plus la Normandie, l'Île-de-France, deuxième couronne? On va dire que ça dépend des familles. Il y a quelques familles qui ont une petite attirance vers l'ouest, l'Île-de-France, les Yvelines et tout ça, ça plaît quand même. Peut-être les écoles, je ne sais rien, j'en sais rien, ça dépend vraiment des familles. Avec les enfants, on ne va pas très loin de Paris, d'accord. C'est très rare. Alors on a quelques cas où les gens s'expatrient presque, puisqu'ils partent dans d'autres régions, mais vivre de nouvelles aventures, on va dire. Mais ce qui compte, c'est le jardin. Voilà. C'est vraiment l'espace. C'est vraiment l'espace. Le cadre de vie, la qualité le cadre de vie. Ouais. Et on voit bien que la valeur refuge chez l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, dans l'année passée, vous étiez où? Chez vous. Ouais. D'accord. Et voilà, votre toit, il était là, et la pièce en plus. Littéral, absolument. Très bien. Question suivante, question de Nadège. Alors, Nadège demande, est-ce qu'il est vrai qu'il y a un report de la location touristique de type Airbnb vers la location en meublé? Alors, c'est une bonne question. Moins de touristes, Alors, on a pu le constater. Oui, effectivement, moins de touristes, moins d'Airbnb. D'ailleurs, les personnes qui louent en Airbnb ont du mal. Donc, obligatoirement, ça se reporte sur la location meublée. Et donc aujourd'hui, il y a plus de produits, d'ailleurs, en location sur Paris. On a plus de mal à mettre en location des biens que par le passé. D'accord ? Avant, c'était très facile de trouver un locataire. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Quand on a un service de gestion locative, on s'aperçoit que la mise en location est un peu plus compliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé. Mais c'est normal, parce que tous ceux qui faisaient du Airbnb reviennent sur le locatif meublé. Oui, et il n'y a pas de risque, entre guillemets, que ce soit là une tendance ponctuelle et que ça reparte de nouveau quand les touristes vont revenir. Alors les touristes vont revenir, je pense qu'évidemment il y aura un recentrage sur le Airbnb, tout en sachant que Paris n'est pas très favorable à tout ça, donc on va voir comment ça évolue. Il y aura un petit rééquilibrage certainement, mais tout dépendra du retour des touristes, effectivement. Très bien. Question suivante, alors question de Clarisse. Quelles sont les règles à respecter pour vendre un bien qui est déjà loué? Alors, pour préciser la question de Clarisse, elle souhaite vendre un appartement qui est en location ou qu'elle veut, peut-être qu'elle veut donner un départ au locataire. On va partir du principe qu'elle veut vendre un appartement avec un locataire à l'intérieur. Je pense que c'est sa question. Ouais. Dans ces cas-là, alors la première des choses, c'est vérifier si le locataire a un droit de préemption, ce qui n'est pas toujours le cas. On croit toujours, très souvent, que le locataire a un droit de préemption. Non, c'est assez rare en fin de compte. C'est assez rare puisque le droit de préemption du locataire, c'est uniquement s'il était là le jour où si on a divisé l'immeuble ou l'appartement. Ouais. Donc c'est assez rare. Sauf à ce qu'il ait été prévu dans le bail un droit de préemption, ce qui est aussi très rare. Donc dans ces cas-là, on n'a pas de précaution particulière, si ce n'est informer évidemment l'acquéreur des conditions du bail et comment le locataire pourra éventuellement quitter les lieux, parce que ce n'est pas automatique. Il y a une réglementation qui a été mise en place qui protège quand même pas mal le locataire aujourd'hui. Et celui qui a plus de 65 ans. Exactement. Ouais. Donc on ne peut pas faire partir un locataire comme ça. C'est plutôt pour l'acheteur. C'est l'acheteur qui doit réellement se renseigner sur les conditions éventuelles du départ du locataire s'il veut le faire partir un jour. Donc là, il ne peut pas dire, écoutez, voilà, vous l'achetez, vous réglez, vous vous débrouillez. Alors, vous avez déjà un locataire qui paye et tout ça, mais donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais donc vous débrouillez. Donc il y a des règles très précises à respecter. Très précises, surtout pour celui qui achète. Oui. Essentiellement pour celui qui achète. C'est celui qui achète qui doit être vraiment averti de savoir comment faire avec un locataire maintenant. Donc ce qui peut apparaître comme un confort, on va dire, financier, entre guillemets, peut aussi se révéler être un piège. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment se renseigner sur la qualité du locataire, vérifier si les cautions restent et tout ça.
Qualité du locataire, ça fait un peu bizarre de parler de qualité du locataire. Là, vous parlez au niveau de l'argent qui n'est pas d'impayé ou qui n'est pas une... Voilà. C'est ça. Très bien. Question suivante. Alors, question de Jean-Charles. Comment est calculé l'impôt sur les plus-values immobilières? La résidence principale est-elle menacée? Vaste question qui mériterait en elle-même... Allez-y, maître. Hein, vous êtes le maître du jeu. Allez-y. Alors, rapidement, comment fonctionne la plus-value immobilière? Alors, la plus-value immobilière, eh bien, on va comparer deux choses. Le prix d'achat avec le prix de revente. Sur le prix d'achat, vous allez pouvoir ajouter des frais, notamment les frais d'acte, éventuellement des travaux. D'accord? Et vous allez comparer ces deux prix, et là, avec éventuellement une décote. D'accord? Un peu compliqué la décote, puisque il y a à la fois une décote sur l'impôt sur le revenu et une décote sur les prélèvements sociaux qui est un peu différente. Et les deux vont nous permettre de calculer l'impôt de plus-value, lequel sera payé le jour de la vente par le notaire. Okay. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut ajouter normalement? Pendant 5 ans, il n'y a pas de décote. Si vous êtes propriétaire depuis 5 ans, pas de décote. Ouais. Par contre, une fois que vous avez passé les 5 ans, alors hormis les frais d'acte, les frais d'acte que vous forfaitisez, donc vous prenez votre prix plus 7,5%, c'est tout, c'est la seule chose. Au-delà des 5 ans, vous pouvez ajouter un forfait de 15% pour des travaux. Voilà, ça c'est un forfait classique, voilà, donc ça fait le prix plus 7,5 plus 15%. Et après, vous avez une décote pour chaque année qui passe. Alors dites-vous qu'au titre de la plus-value, vous êtes exonéré au-delà de 22 ans. Par contre, au titre des prélèvements sociaux, et c'est cela qui coûte cher, vous n'êtes exonéré qu'au bout de 30 ans. Eh oui, 30 ans. 30 ans. C'est très long, 30 ans. C'est une vie d'homme et de femme. D'accord? Donc c'est très très long. Bon, il y a une exonération quand même en France qui existe, c'est celle de la résidence principale. Bon. Pour l'instant, on a parfois évoqué le fait qu'elle serait remise en question. Évoqué, oui. Bon, pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est quand même la résidence principale. On encourage les Français à être propriétaires de leur résidence principale. On va dire que c'est la seule petite niche qui reste en France. Bon, 3 petits points. Très bien. Question suivante, question de Dan. Comment estimer au plus près la valeur d'un bien immobilier? Y a-t-il des éléments précis à connaître et quels sont vos conseils? Alors, le conseil du notaire pour estimer un bien. Alors, vous avez différentes données. Vous pouvez vous aider des sites Internet, c'est déjà une première idée, tout en sachant que vous pouvez faire des comparaisons. Aujourd'hui, tous les chiffres des notaires sont connus, d'accord? Ils sont publiés sur les sites du ministère public. Il y a des bases de données qui sont accessibles à tout le monde, qui sont très On va les voir justement. Voilà, ces bases de données, par exemple, ce sont... Alors là, on est sur le site des... demande de valeur foncière où l'on a, et on peut, alors par exemple, on peut aller par exemple dans le Calvados, voilà, donc on y est très précisément, on veut aller par exemple, voilà, on zoome dans cette partie, on est à Caen, tiens, c'est intéressant. À Caen, vous avez, alors ici, toutes les données cadastrales, et si on se rapproche, vous avez ici, voilà, on peut zoomer, vous savez que près de l'école élémentaire, ben voilà, vous avez une vente 140 000 € qui a été vendue en 2018, ici à côté 110 000 €. Vous avez comme ça, vous pouvez comparer, alors ça peut être des maisons, des appartements, mais voilà, c'est très intéressant, et comme ça, voilà, typiquement, vous voyez une vente, une maison 8 pièces, 130 mètres carrés, 282 mètres carrés pour les sols, et qui a été vendu 580 000 € en 2015. Et voilà, on a cette base de données publiques, en tout cas, qui permettent d'avoir des indications très précises sur de vrais prix, de vrais montants, ce sont les actes authentiques. Depuis, on va dire, ça remonte à 2015, 2014. Oui, je crois que c'est ça à peu près. Donc, c'est une vraie base de données, je crois qu'elle est très utile. Alors évidemment, elle ne peut pas être suffisante, parce que chaque bien est unique. Il est évident que si, dans le même immeuble, vous souhaitez vendre le dernier appartement avec une vue sur Toucan, normalement, ça vaudra un peu plus cher que la vente qui a pu avoir lieu au premier étage. Donc ça, cette base-là, elle est très utile, pas suffisante. Alors, pas suffisante. Après, vous pouvez toujours avoir recours aux services de professionnels, de l'immobilier, des experts immobiliers. Il y a pas mal d'experts immobiliers qui sont dans le notariat, évidemment, qui peuvent vous aider à faire des expertises immobilières en fonction du bien. Alors ça, c'est vraiment très utile. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Donc, les notaires, bien évidemment, les portails immobiliers, régulièrement, des études sont menées, base des valeurs foncières, donc on vient de le voir.
à voir aussi pour estimer aussi la valeur d'un bien qu'une annonce mise en ligne depuis, on va dire, plus de 3 mois, c'est un prix qui est pas, qui est, en tout cas, qui est peut-être surcoté. Une annonce mise en ligne depuis plus de 3 mois, c'est un bien surcoté. Alors vous allez me dire, Olivier, t'es gentil, mais enfin, comment tu veux savoir que c'est en ligne depuis 3 mois? Eh bien, vous avez une astuce, en fait, avec qu'on va voir en image. Vous avez, par exemple, le site Castorus, qui est ouvert à tous, qui est une sorte d'aspirateur de toutes les annonces, de tous les différents biens immobiliers qui passent dans les différents réseaux, portails immobiliers. Vous avez en temps réel, justement, par exemple, voilà, vous voyez une maison 5 pièces, on clique dessus, est-ce que ça a été... Voilà, par exemple, elle a été mise en ligne, en fait, cette annonce le 4 décembre. Elle a baissé un petit peu au mois de mai, vous voyez. Voilà, voilà. Là, on est sur 35 000 €. Vous tombez directement, typiquement, sur une annonce à Caen. On peut juste aussi peut-être indiquer si le bien comporte des défauts. On peut aussi la négocier. Alors, ce qu'on appelle défaut, ça peut être un rez-de-chaussée très sombre ou ça peut être un dernier étage sans ascenseur, où là, le prix peut... Peut-être on peut avoir 5%, 6%, pourquoi pas 10% aussi, on peut être amené à négocier si le bien a besoin d'être rénové, si les charges de copropriété sont élevées, attention, toujours bien regarder. Et puis on l'évoquait tout à l'heure, la performance énergétique d'un bien, la valeur verte aussi qui prend l'importance. Je crois que les notaires, là c'était au niveau des notaires au niveau national de France, avaient fait sorti une étude il y a 2 ans sur la valeur verte, justement qui pouvait influer sur les prix entre 10 et 15% à peu près. Voilà. Ça va commencer. Très bien. Question suivante. Alors, question de Mathilde. Quels sont les avantages de créer une SCI familiale et en quoi faut-il faire attention? Alors ça, c'est Société civile immobilière. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'une SCI? Société civile immobilière, donc qui est basée sur l'immobilier. Quel est l'intérêt de faire une société civile immobilière? L'intérêt d'avoir une société immobilière, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que des intérêts d'ailleurs, mais ceci dit, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est d'être plusieurs pour acheter un bien. D'accord? Et on l'a dit, société civile immobilière familiale. Pourquoi familiale? Parce qu'on achète en famille. Et l'intérêt, c'est que moi, Olivier Clermont, j'ai une capacité d'emprunt qui est beaucoup plus forte que celle de mon enfant, qui a 20 ans, qui lui n'a pas la capacité d'emprunter. D'accord? Donc c'est de réunir plusieurs personnes, éventuellement en famille, donc, pour acheter quelque chose. Minimum 2 et jusqu'à combien? Oh, il n'y a pas de limite. Bon, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de limite. Sauf qu'on va avoir du mal à faire signer 900 personnes, mais il n'y a pas de limite. Mais à minima, 2 personnes. Vous avez raison, Olivier. Et donc, ça permet de mettre ensemble des générations, d'accord, éventuellement de transmettre en gardant du pouvoir aussi. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait prévoir que le senior, même s'il va donner des parts dans le futur, eh bien, il soit gérant. Gérant à vie, pourquoi pas, mais gérant en tous les cas révocable à l'unanimité. D'accord, avec des pouvoirs de gérance assez forts. Ça, c'est quelque chose, Maître Clermont, que vous voyez de plus en plus, cette demande sur les SCI familiales, et notamment depuis la pandémie, où en fait ça a toujours eu lieu, il n'y a pas eu d'engouement particulier ces derniers mois? Non. Objectivement, ça n'a pas changé. Ouais. On est toujours dans l'anticipation. Les personnes qui viennent nous voir pour ça se posent beaucoup de questions. Alors croient toujours très souvent qu'il y a un avantage fiscal. Il n'y a pas réellement un avantage fiscal à faire une SCI. Il y a même parfois des choses qu'on ne peut plus faire en SCI qu'on pouvait faire avant. Je prends l'exemple de la location meublée. Pas de location meublée dans une société civile qui est à l'impôt sur le revenu. Ça, il faut en avoir conscience. Peu de clients le savent, mais c'est très important. Donc ça n'a pas changé avec la pandémie. Il y a toujours autant de volonté de faire des SCI. Mais par contre, cependant, je dirais qu'il faut vraiment prendre du temps pour rédiger les statuts. D'accord ? Ça, ce n'est pas des formulaires classiques qu'on trouve sur Internet. On peut, je ne dis pas le contraire. Ceci dit, c'est des investissements importants qui vont durer dans le temps. Alors, on connaît les associés d'aujourd'hui, on ne connaît pas obligatoirement les associés de demain, les conjoints, les choses comme ça. Donc, prévoir tout ça, eh bien, ça s'anticipe et il faut le faire avec un professionnel, à mon sens. Très bien, la règle d'or, l'anticipation. Et il faut bien s'entendre aussi au départ au sein de la famille. Question de Jérôme. Alors, on entend souvent parler des frais de notaire lors d'une transaction. Comment sont-ils répartis et quand faut-il précisément les payer? Vous allez nous sauter dessus. Je sais que ce n'est pas les frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux. Voilà.
appelez les frais de notaire, qu'est-ce que vous voulez, c'est dans le langage courant. Bon. Voilà, je me suis forcé moi aussi à dire les frais d'acte. Oui. On parle des frais d'acte. Alors, quand est-ce qu'il faut les payer? Alors ces frais d'acte, c'est assez simple, on les paye le jour de la réalisation de l'acte de vente. On va dire qu'on parle environ de 7,5%. Je dis environ parce que ce n'est pas une science exacte, en réalité c'est une science exacte, mais une fois qu'on a signé l'acte, on connaît exactement le montant. 7,5%, c'est ça. Dans l'ancien, c'est 7 à 8% de la valeur du bien. Dans le neuf, c'est beaucoup moins élevé, c'est entre 2 et 3%. Oui, parce que la TVA fait partie du prix, donc obligatoirement les impôts sont là, mais ils sont inclus dans le prix ou ils ne sont pas inclus dans le prix. Donc 7,5% environ, et sur ces 7,5%, eh bien, le notaire revienne au notaire, je dis au notaire au pluriel, parce qu'on peut en avoir un ou deux, et ça ne coûte pas plus cher, eh bien revient au notaire environ 1%, d'accord, sur les 7%, il y a 1% pour le notaire, en ce compris la TVA, et le reste, ce ne sont que des impôts qui vont à l'État, à la commune, au département, voilà. Alors quand vous entendez que les frais de notaire vont augmenter, rapidement, dites-vous plutôt que c'est plutôt la partie impôt qui va augmenter. Très bien. Question suivante. Alors Julie qui demande en cette période de confinement, quels sont les délais entre la signature du compromis et l'acte de vente définitif? Est-ce que ça a été rallongé? Alors, la pratique. D'abord, le confinement d'aujourd'hui n'est pas celui de l'année dernière. Ouais. L'année dernière, à la même époque, je n'aurais pas pu vous répondre de toute façon, parce que les délais étaient très très longs. Et on s'est adapté en fonction de... Depuis, un an est passé. Et aujourd'hui, je crois qu'on est rentré dans des délais tout à fait normaux. On dit très souvent qu'une promesse de vente avec un emprunt, c'est 3 mois, et c'est toujours vrai. Avec un emprunt, il nous faut 3 mois pour faire une vente. Voilà. C'est 2 mois. Alors à une époque, c'était 45 jours. Maintenant, on vous dit 2 mois pour justifier l'obtention de votre emprunt, la plupart du temps. Et 3 mois suffit. Alors, ça dépend des périodes. Évidemment, si votre promesse de vente, entre la promesse de vente et la vente, il y a le mois d'août, eh bien, on reste en France. Au mois d'août, ça va se rallonger toujours un tout petit peu. Mais maintenant, on est rentré vraiment dans des délais complètement classiques. Et les études ont été de plus en plus équipées. Elles étaient déjà en grande partie sur tout ce qui est dématérialisation, acte de vente à distance. Voilà, c'est ça. Mais c'est un accélérateur de temps maintenant. On a fait des actes à distance, on peut faire des procurations à distance. Ça, c'est quand même, quelque part, il faut voir un peu de bien là où, dans cette situation un peu compliquée. Et on s'est adapté. Maintenant, on est rodé. Je pense que toutes les études sont un peu... on a su trouver des moyens de satisfaire nos clients. Très bien. Dernière question. Alors, question de Galian. Si une banque refuse un prêt, est-ce qu'il est possible de faire appel à un courtier alors que le compromis de vente a été signé? Alors, si ça se passe mal avec une banque, et voilà, de dire, bon. On va vous encourager, de toute façon, à avoir recours au moins à 2 banques. Pourquoi? Parce que pour que ça ne génère pas de la frustration, parce qu'une banque peut mal travailler, ça peut arriver, comme tout le monde. Et si on en a 2, la probabilité, elle est quand même beaucoup plus faible. Donc avoir recours à 2 banques, oui, et pourquoi pas un courtier, c'est-à-dire un professionnel qui va vous aider dans la recherche et qui va vous trouver les meilleurs taux sur les marchés, puisque les taux changent suivant les banques et tout ça, et que vous avez un métier, vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas votre métier, vous faire aider par un courtier, oui, faites-le. Alors n'attendez pas d'avoir un refus d'une banque pour le faire, faites travailler une banque et faites travailler un courtier. Ça, c'est votre conseil, travailler en tout cas parallèlement. Donner les meilleures chances possibles, en tout cas. Exactement, parce que c'est toujours une période stressante, un achat, tout le monde vous le dira. On rentre vraiment dans une période de stress. Et donc, si on veut limiter le stress, toujours dans l'anticipation, mais faites travailler 2 services, une banque et pourquoi pas un courtier. Et vos nuits n'en seront que meilleures. Eh bien, nos nuits seront douces et ce n'a pas été une période stressante, cette émission, bien au contraire. Un vrai plaisir de vous avoir, maître Olivier Clermont, pour cette première ici à Figaro Immobilier pour ces clés de l'IMO. Ça s'est bien passé? Écoutez, je pense que je vais bien dormir. Ça va. Vous reviendrez? Assurément. Il reviendra, il en prend l'engagement. Merci à tous. Bonne matinée, bonne journée, bonne nuit, selon le moment où vous regardez l'émission. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'IMO.